Si je vous disais que les humains sont des organismes parfaits et que, dans le ventre de notre mère, nous sommes d'abord des poissons, qui se développent ensuite en amphibiens, puis en reptiles, en oiseaux, en primates, avant de devenir enfin des êtres humains. Pas plus tard qu'en 1811, grâce aux travaux du scientifique Johann Friedrich Meckel, tout le monde pensait que c'était vrai. C'est parce que la science est éphémère que ce que nous tenons pour vrai s'estompe rapidement après un examen plus approfondi. Et avec le recul, nous ne pouvons que rire de nous-mêmes pour les faits scientifiques qui nous tenaient à cœur. D'autres fois, il ne s'agit même pas de faits scientifiques réels, mais simplement d'opinions très populaires que nous avons tous collectivement acceptées comme étant vraies, même si elles ne le sont pas en réalité. Revenons sur toutes ces fois où l'humanité a eu tort. Tout ce qu'a dit Meckel n'était pas faux, cependant. En fait, il a été le premier scientifique à prédire correctement que les embryons avaient des branchies, ou du moins des fentes sur le cou qui ressemblent beaucoup à des branchies. Cependant, contrairement à ce qu'il avait suggéré, nous ne passons pas par une phase de poisson dans l'utérus de notre mère. Ces fentes sont probablement dues au fait que l'homme et le poisson partagent un ancêtre commun et un peu d'ADN, et non pas parce que nous essayons d'atteindre une sorte de perfection biologique. Je veux dire, nous sommes loin d'être parfaits, faut pas charrier. Mais pendant longtemps, les scientifiques ont cru que c'était vrai. Enfin, jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque la théorie de l'évolution de Charles Darwin a commencé à gagner du terrain, on s'est rendu compte qu'une évolution linéaire dans le ventre de notre mère était complètement illogique. La théorie de l'évolution est truffée de fausses affirmations et d'idées qui ne sont tout simplement pas vraies. En réalité, l'évolution est un sujet très difficile à étudier en raison de la quantité limitée d'informations fossiles disponibles. Par conséquent, la plupart du temps, il ne nous reste souvent que des hypothèses. Certaines sont brillantes, d'autres... carrément moins. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que toute vie était aquatique, jusqu'au jour où, il y a plusieurs millions d'années, un courageux poisson a osé marcher sur la terre ferme. Après de très courtes périodes sur la terre ferme, le poisson a commencé à passer de plus en plus de temps sur la terre ferme, et, progressivement, ses branchies ont été remplacées par des poumons, et il est devenu un amphibien. Les amphibiens sont ensuite devenus des reptiles, puis des oiseaux, et enfin des mammifères. Si les scientifiques ont bien décrit le processus d'évolution, ce courageux poisson n'a pas été le premier animal à fouler la terre ferme. La terre était riche en insectes, en champignons, et bouillonnait de vie avant que ce poisson n'entre en scène. Une autre hypothèse sur laquelle nous faisons collectivement erreur est celle de l'origine de l'homme. Si je vous posais la question, vous me diriez probablement que nous avons évolué à partir des chimpanzés, nos parents vivants les plus proches. Mais si la seconde moitié de cette affirmation est vraie, la première est complètement fausse. Nous n'avons pas évolué à partir des chimpanzés. Oui, nous avons évolué à partir de singes. Cependant, nous n'avons pas évolué à partir de singes vivants aujourd'hui. Nous, les singes, les chimpanzés et les gorilles, avons tous évolué à partir d'un ancêtre commun, les grands singes, qui vivaient en Afrique il y a environ 7 millions d'années. C'est à ce moment de la chaîne de l'évolution que nous nous sommes séparés. Ainsi, bien que les chimpanzés soient nos parents vivants les plus proches, nous sommes plus éloignés sur l'arbre généalogique que beaucoup d'entre nous ne le pensent. Notre parent commun le plus proche, aujourd'hui disparu, est l'homme de Néandertal. Les hommes modernes se sont séparés des Néandertaliens il y a environ 500 000 ans. Mais même ces types-là ont suscité une certaine controverse. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que les Néandertaliens et les humains n'avaient jamais vécu ensemble, certains pensant même que les Néandertaliens s'étaient transformés en humains. Mais là encore, ce n'est pas vrai. Les archéologues ont découvert d'anciens squelettes humains qui prouvent que les hommes modernes et les Néandertaliens ont coexisté pendant des milliers d'années. En fait, ils ne se sont pas contentés de coexister, ils se sont accouplés. C'est pourquoi la plupart des humains vivant en dehors de l'Afrique possèdent encore aujourd'hui entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Lorsque l'on parle de la théorie de l'évolution et des hommes anciens, on ne peut s'empêcher d'évoquer les dinosaures. Vous savez, ces lézards géants et effrayants de Jurassic Park ? Ceux qui ont des tons terreux, des écailles de lézard et des rugissements plus fracassants que ceux d'un lion. Eh bien, en réalité, le dinosaure n'était rien de tout cela. Encore un mensonge. Tout d'abord, les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des lézards. En fait, chaque oiseau vivant aujourd'hui est un dinosaure moderne, un descendant des théropodes, une espèce d'ancien dinosaure. Et comme il s'agit d'oiseaux, leur peau écailleuse était le plus souvent recouverte de plumes. Des fossiles ont montré que de nombreux tyrannosaures avaient des plumes, ce qui signifie que même le grand T-Rex en avait probablement quelques-unes, principalement sur la tête et la queue. Les dinosaures n'ont jamais couru vite, parce qu'ils devaient toujours avoir une jambe au sol. Ils ne pouvaient courir qu'à environ 40 km/h. Ce qui est tout de même assez effrayant car, déjà, ils sont énormes. Et ensuite, la vitesse moyenne d'un humain est de 25 km/h.
Mais si vous êtes Usain Bolt, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez les dépasser n'importe quand. Et soyons honnêtes. Avez-vous déjà entendu un oiseau rugir? Ouais, moi non plus. C'est pourquoi une étude scientifique récente a montré que le T-Rex a probablement hué, roucoulé ou émis des sons profonds comme l'émeu, et non un rugissement tremblant comme celui d'un lion géant. C'est plutôt drôle quand on y pense. Je crois que nous pouvons nous pardonner de nous être trompés sur ces détails. Après tout, toutes ces choses se sont produites il y a des dizaines de millions d'années, avant que nous n'existions. Mais si vous regardez le quotidien, vous verrez beaucoup de choses sur lesquelles nous nous trompons. Même des choses aussi simples que les dents de George Washington. En 1789, lors de l'investiture de Washington, il ne lui restait plus qu'une dent. Mais comme le président se devait d'avoir un sourire éclatant, il portait un dentier. En réalité, ce dentier était fabriqué en ivoire d'hippopotame, en laiton et en or. Mais pour une raison ou une autre, nous aimons croire qu'il était en bois. Je ne sais pas pourquoi nous croyons cela. Mais il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, une personne qui change souvent ses croyances, ou ses comportements pour plaire aux autres ou pour réussir, est appelée un caméléon. Mais les caméléons sont-ils vraiment des caméléons? Cette définition part du principe que les caméléons changent la couleur de leur peau, pour s'adapter à leur environnement, probablement pour se camoufler. Si certains animaux sont très forts dans ce domaine, par exemple la pieuvre, le caméléon, lui, n'en fait pas partie. En réalité, la plupart des espèces de caméléons ne peuvent que passer du vert au brun et revenir au vert. Et ils ne changent pas de couleur pour se fondre dans leur environnement, mais pour réguler leur température corporelle. Lorsque le caméléon a froid, il s'assombrit pour absorber plus de chaleur, et lorsqu'il a chaud, il pâlit pour refléter plus de chaleur et se refroidir. Il existe cependant une espèce de caméléon qui peut prendre n'importe quelle couleur, c'est le caméléon panthère, mais même eux ne le font pas pour s'adapter à leur environnement. Leur couleur flamboyante les aide à repousser les mâles qui se disputent leur territoire, et aussi à attirer les femelles. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous achetons des fringues stylées, pour nous impressionner les uns les autres? En parlant de style, qui d'autre a appris que les diamants sont fabriqués à partir de charbon? Désolé, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est une idée fausse très répandue. En fait, la plupart des diamants qui ont été datés se sont révélés plus anciens que les toutes premières plantes apparues sur Terre. Et comme il faut des arbres pour faire du charbon, il est impossible que le charbon produise des diamants alors que les diamants existaient bien avant le charbon. Des chercheurs de la NASA ont même trouvé un certain nombre de nanodiamants dans des météorites. Les nanodiamants sont des diamants dont le diamètre ne dépasse pas quelques nanomètres. Pas très compliqué. Ils sont trop petits pour être considérés comme des pierres précieuses. Mais il est tout de même intéressant de savoir que ces objets précieux peuvent flotter dans l'espace. Pourtant, on se demande pourquoi nous les considérons comme si précieux, alors qu'en réalité, ils sont extrêmement abondants dans notre univers. Il y a des planètes dans l'espace où il pleut littéralement des diamants. Quoi qu'il en soit, il est évident que ces astéroïdes flottent, car il n'y a pas de gravité dans l'espace, pas vrai? Malheureusement, c'est faux. La gravité existe dans l'espace. C'est elle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Mais en réalité, tout ce qui se trouve dans l'espace est en train de tomber. Dans toutes les directions imaginables, tout le temps. La seule raison pour laquelle on a l'impression de flotter et non de tomber est que l'espace est très grand et, surtout, très vide, du moins par rapport à la Terre. Par exemple, sur Terre, si vous deviez, et je vous le déconseille vraiment, sauter d'un immeuble, vous pourriez sentir les vents forts sur votre visage. Vous verriez le sol se rapprocher de plus en plus. Vous pouvez dire que vous tombez assez facilement, et en quelques secondes, l'impact. Vous êtes au sol parce que la distance entre la hauteur d'où vous êtes tombé et l'endroit où vous avez atterri n'est pas très grande. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de souffle pour accompagner votre chute. Et comme l'espace est très vaste, il vous faut de quelques heures à plusieurs années pour atterrir sur une surface lorsque vous tombez d'une autre. On a donc l'impression de flotter, mais ce n'est pas le cas. Vous tombez vraiment très lentement. Cela à cause de la gravité, l'une des découvertes les plus importantes de l'homme. Quand on sait qu'il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes de l'homme, on pourrait imaginer que l'histoire de sa découverte a été préservée avec soin. Or, la version que nous avons presque tous entendue n'a pas été préservée du tout. La légende raconte que Newton était fatigué par toutes les expériences ratées qu'il avait menées au cours de sa carrière. Fatigué et frustré, il s'assit sous un arbre pour reposer son esprit. Alors qu'il était assis, une pomme mûre est tombée de l'arbre et l'a frappé à la tête. C'est alors qu'il découvrit l'une des forces les plus importantes de la physique, la gravité. Mais la vérité est bien moins dramatique que cela. En réalité,
Isaac Newton observait les pommes qui tombèrent de l'arbre de leur propre chef, lorsqu'il a découvert qu'il devait y avoir une force derrière tout cela. Il n'était pas assis sous l'arbre, et la pomme ne lui est certainement pas tombée sur la tête. Voyez-vous, je comprends pourquoi nous inventons parfois certaines de ces histoires. Elles nous aident à nous sentir mieux dans notre peau. Lorsque nous croyons que certaines des plus grandes réalisations de l'humanité n'auraient pas pu se produire sans une énorme part de chance, nous pouvons garder l'espoir d'y avoir un jour droit. Nous aussi. C'est la même chose avec l'histoire d'Albert Einstein. En grandissant, nous avons tous entendu dire qu'il avait échoué en classe, mais qu'il était tout de même devenu l'un des plus grands physiciens que le monde ait jamais connu. Mais ce n'est pas du tout vrai. Einstein a toujours excellé à l'école. Il n'a pas appris à lire sur le tard, et il ne souffrait probablement pas de troubles de l'apprentissage. Nos professeurs ont dû nous raconter ces histoires pour que nous nous sentions bien dans notre peau, pour nous donner l'espoir que même si nous avons des débuts difficiles à l'école, nous pourrons toujours devenir des génies plus tard si nous travaillons dur. S'il existe un millier d'exemples de cette théorie, Einstein n'en faisait tout simplement pas partie. Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a été le premier véritable scientifique. Il a pratiquement inventé la logique formelle et a décrit et exploré les différentes disciplines scientifiques et leurs relations mutuelles. Mais malgré tout le bien qu'il a fait, il y a une chose qu'il a terriblement mal comprise. Il a affirmé que la Terre était au centre de l'univers. Je veux dire, normal, non? La plupart des choses que vous observez mènent exactement à cette conclusion. Bien qu'Aristote n'ait pas été le premier à dire cela, il est le grand champion de cette idée. Il affirmait qu'en utilisant la logique, il avait découvert que c'était vrai à 100%, et il ne voulait pas revenir sur son argument. Il a fallu les travaux de Galilée, près de 2 millénaires plus tard, pour découvrir que le Soleil était au centre du système solaire, et non notre Terre. Et pourtant, les gens ne l'ont pas cru. En fait, ils l'ont ostracisé. Et ce n'est qu'une des nombreuses fois où nous, en tant qu'humains, avons exagéré notre importance. Dans le film Lucy, Morgan Freeman dit ceci dans une salle remplie d'étudiants. On estime que la plupart des êtres humains n'utilisent que 10% des capacités de leur cerveau. Imaginez que nous puissions l'utiliser à 100%. Des choses intéressantes commencent à se produire. S'il est amusant de penser que les êtres humains sont capables de bien plus, si nous trouvons le moyen de puiser dans les 90% restants, la réalité est bien moins excitante. La majeure partie du cerveau est active presque en permanence. Même si elles ne sont pas utilisées pour penser, elles travaillent et sont occupées à d'autres tâches. Par exemple, il vous maintient en vie. C'est important. Pensez-y. Le cerveau ne représente que 3% de notre poids, mais il consomme 20% de l'énergie du corps. Pour brûler autant d'énergie, il faut bien faire quelque chose, non? Même si nous nous trompons la plupart du temps, il est amusant d'explorer le monde qui nous entoure. Nous continuerons à faire des hypothèses sur tout ce que nous voyons. Et il y a fort à parier qu'on aura majoritairement tort. Mais c'est une bonne chose. Parce que si on ne se trompe jamais, nous ne pourrons jamais savoir ce qui est vrai.